Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la problématique des maquettes et des scénarios. Cette séquence s'inscrit à la suite du diagramme des cas d'utilisation puisque chaque cas d'utilisation va donner lieu à une maquette et un scénario pour compléter sa description. Alors, un cas d'utilisation nécessite obligatoirement une maquette et un scénario. La maquette est un outil de communication avec l'utilisateur qui doit la valider. Ça veut dire que c'est un document que vous lui montrez au propre en arrivant, mais avec lequel vous allez discuter. Vous allez rajouter des choses, vous allez déplacer les champs pour correspondre parfaitement aux attentes de l'utilisateur. C'est le moment où celui-ci va pouvoir ajouter les informations que vous avez pu oublier dans votre analyse. Alors, il y a quelques normes de maquettage à respecter. La question qu'on se pose régulièrement, c'est un formulaire. Doit-il comporter une ou plusieurs colonnes? Eh bien, ça va dépendre du support sur lequel vous allez utiliser l'application. Si c'est un téléphone, forcément, vous aurez toutes les informations sur une seule colonne. Sur un ordinateur, on accepte toujours la possibilité d'avoir des formulaires qui occupent la totalité de l'écran avec des champs qui vont être placés à différents endroits sur cet état. Alors, vous avez ici l'illustration d'un formulaire en colonne. L'avantage d'une seule colonne, c'est que l'efficacité de la saisie s'en trouve renforcée. Les yeux de l'utilisateur descendent le long du formulaire et il ne loupe pas une zone de saisie. L'alignement à ce moment-là des différents champs de saisie est obligatoire et c'est devenu la norme pour tout ce qui est web mobile. Vous devez éviter l'effet escalier au niveau des champs de saisie. Par conséquent, ça veut dire qu'on se limite à 2 ou 3 largeurs au niveau des champs de saisie. On a maintenant un exemple de formulaire qui comporte différentes colonnes. Donc je vous rappelle, ça n'est accepté que sur des supports grand écran. Ça ne s'utilise que lorsque les informations sont très nombreuses et lorsque les utilisateurs sont adaptés à ce type de formulaire. On fait attention à regrouper les informations par thème. Vous avez ici l'illustration au niveau de l'adresse. Tous les champs d'adresse ont été regroupés dans la même frame. Au niveau de l'alignement, il y a différentes écoles. Certains préfèrent mettre l'étiquette au-dessus du champ de saisie, d'autres le mettent à gauche, d'autres veulent aligner les champs de saisie et à ce moment-là, aligner à droite les étiquettes. Ce sont des variantes possibles qui correspondent aux différentes pensées concernant l'interface. Les titres sont indispensables pour guider l'adhérent. Sur l'illustration que vous avez à l'écran, vous voyez aussi bien le titre qui fait partie du formulaire que le titre qui est en haut du formulaire, là où vous avez aussi la possibilité d'agrandir ou de fermer le formulaire. Au niveau des composants graphiques, il est important d'utiliser à bon escient les composants. Il ne faut pas confondre une étiquette et une zone de saisie. Les boutons radio permettent d'enregistrer un seul choix parmi plusieurs possibles, alors que les cases à cocher permettent de choisir plusieurs valeurs parmi les différentes propositions. N'hésitez pas à utiliser des masques pour conditionner la saisie des valeurs qui ont un format précis. Donc vous pouvez utiliser des calendriers, un masque de date, un masque pour l'heure, vous pouvez mettre un masque pour le téléphone, pour le code postal. L'objectif est d'assister au maximum l'utilisateur pour éviter les erreurs de saisie. Vous pouvez utiliser des listes déroulantes pour limiter les valeurs possibles et faites attention à uniformiser la taille des composants et plus particulièrement celle des boutons. Les normes changent régulièrement au niveau de ce qui est admis dans le maquettage. Donc, mon seul et unique conseil, c'est de vous dire que Internet est votre ami. Allez voir régulièrement l'évolution des normes.
Par exemple, l'astérix qui a indiqué les champs obligatoires a tendance à disparaître au profit de la mention obligatoire au-dessus de la zone de saisie. Alors maintenant, on va aborder la deuxième partie de ce cours qui concerne les fiches de scénario. Une fiche de scénario décrit le fonctionnement d'un cas d'utilisation. Cette fiche va comporter trois parties. Une en-tête avec des informations uniques sur le cas d'utilisation. Le scénario nominal qui va décrire les interactions entre l'acteur principal et le système, qui marche sur la forme en général, c'est une action faite l'utilisateur, une réponse faite par le système, une autre action faite par l'utilisateur, et ainsi de suite. Et ensuite, on va trouver des extensions pour décrire les variantes au scénario nominal ainsi que les cas d'erreur. Alors, dans l'entête de la fiche de scénario, on trouve quelques informations, à commencer par le titre, puis l'acteur principal. Évidemment, ces informations-là, elles sont en cohérence avec le diagramme des cas d'utilisation qu'on a vu précédemment. Chaque cas d'utilisation est nommé sur le diagramme et on voit clairement quel est l'acteur qui utilise ce cas d'utilisation. Évidemment, ici, ce sont les mêmes informations. On précise ensuite l'objectif et on indique les préconditions et les post-conditions. Préconditions, c'est ce qui est vrai au moment où l'utilisateur démarre le cas d'utilisation. Et post-condition, c'est ce qui sera réalisé lorsque le cas d'utilisation sera terminé. Au niveau du scénario nominal, celui-ci décrit les interactions entre l'acteur et le système, permettant d'arriver au résultat souhaité de la meilleure façon possible. En gros, c'est le cas idéal. Les étapes sont numérotées, histoire de voir dans quel ordre ces actions-là s'effectuent. Et vous avez maintenant un exemple. Ici, le système affiche toutes les demandes à l'état à traiter. Le responsable choisit une demande dans la liste. Le système va afficher la demande sélectionnée. Le responsable va accorder la demande puisque, je vous rappelle, on décrit le cas idéal. Le système passe l'état de la demande à accorder et ainsi de suite jusqu'à la fin du déroulement du scénario. Viennent ensuite les extensions et les cas d'erreur. L'extension, c'est une variante au scénario qui peut déboucher soit sur un succès, soit sur un échec. Le numéro de l'extension est très important. Il indique à quelle étape du scénario nominal une extension vient se greffer. Ça veut dire que si une extension a le numéro 4A, elle se produit à la place de l'étape 4 dans le scénario nominal. Après quoi, c'est assez facile, on indique le type de l'extension et puis après, comme pour un scénario nominal, on indique les interactions entre l'acteur et le système. La fin de l'extension peut se finir en faisant un retour dans le scénario nominal ou alors en indiquant une fin, généralement une fin en échec. Vous avez une petite illustration maintenant. À l'étape 4A, au lieu d'accorder la demande de travaux, le responsable choisit de la refuser. Donc, le responsable de maintenance refuse la demande. Le système passe l'état à refuser et affiche une zone de justification à compléter. Le responsable saisit la justification de son refus. Le système enregistre la justification du refus, actualise le tableau des demandes à traiter et on arrive en fin de scénario. Vous avez maintenant une fiche récapitulative complète qui vous montre les différentes parties qui s'enchaînent au niveau d'une fiche de scénario. L'entête avec les différents items, le scénario nominal et les différentes extensions. On peut rajouter quelques exigences supplémentaires si on a envie. Donc, rappel, chaque cas d'utilisation donne lieu à une maquette et une fiche de scénario. Et, élément très important, la cohérence est indispensable entre la maquette et le scénario. Si vous avez décrit dans votre scénario des actions et que lorsqu'on regarde la maquette, on ne sait pas où on peut les réaliser, c'est qu'il y a un problème dans l'analyse que vous avez faite.
Voilà, ben, j'ai terminé de vous présenter cette partie-là. Maintenant, c'est à vous de jouer. Bon courage!